Bonjour les petits loups, c'est Packboy pour une nouvelle vidéo review et cette fois-ci, donc comme je vous l'ai dit, on peut vraiment traiter de tout et c'est ce qu'on va faire. En fait, là, le Bazar du Grenier a sorti une nouvelle vidéo qui m'intéressait parce que c'était un boomer talk sur les années 90. Est-ce que c'était mieux avant? Et c'est vrai que moi-même, je suis né en 1985. Eux, ils sont nés en 1982, donc on n'a que 3 ans d'écart. Et j'ai beaucoup plus vécu les années 90 que les années 80. J'ai grandi avec. Et d'ailleurs, donc je voulais rajouter des anecdotes par rapport à mon enfance. Vous allez voir que même j'ai même plus de points communs peut-être avec Banzai que avec ces deux-là. Il faut dire aussi que j'ai peut-être vécu en Île-de-France, Paris, donc j'étais proche de certains magasins, à contrario d'eux, et donc ça m'a pu m'aider à aller un petit peu plus loin dans mes passions et d'être mieux perçu peut-être dans ce sens-là. À contrario d'eux qui ont vécu peut-être plus de renforcement, de solitude. Là encore une fois, parce que moi j'ai vécu quand même en n'étant pas totalement identique à eux. Et vous allez voir que ces différences-là et ces rajouts que je vais vous faire par rapport à cette vidéo vont vous permettre peut-être de comprendre un petit peu mieux les années 90 par rapport à nos années à nous. Donc, juste pour remettre en aparté, je vais Tous les deux. Donc ça veut dire qu'on avait 18 ans en 2000. Et donc on l'a connu en tant que enfant, mais fin de l'enfance, adolescence et jeune adulte, quoi, en fait, surtout. Donc on s'en souvient des années 90, là où quelqu'un qui est né en 91, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un enfant des années 90, tu vois? Ah non, voilà, exactement, ouais. Très... Pourtant, on a côtoyé des youtubeurs, enfin des gens qui sont nés comme ça dans les débuts 90, mais qui se rappellent beaucoup du Club Dorothée. Je C'est pense, assez étrange. je pense qu'il y a l'effet grand frère qui marquait beaucoup. Ouais, Voilà. effectivement. Moi, c'est le cas avec mon frère aussi, Ouais. on a 5. Alors, donc voilà, c'était le petit aparté pour remettre en contexte, c'est que donc effectivement, pourquoi on ne le compare pas avec les années 80, c'est que parce qu'on l'a pas excessivement vu. Pour vous dire, moi par exemple, les souvenirs du Club Dorothée, de ce que je me souviens, c'est surtout à partir des années 90, 93, 95, et ce malgré que j'ai des vieilles VHS, que je me souviens que à l'âge de 4-5 ans, donc c'était 89, je suis allé voir le concert de Dorothée à l'Olympia ou Bercy, je sais plus. Mais derrière, les souvenirs que j'ai le plus présents, c'est vraiment l'arc-bout dans Dragon Ball. Donc c'était vraiment la fin du Club Dorothée hein, un peu, qui s'approchait, plus que les débuts. Je me souviens plus de Rana Demi, de Sailor Moon, que par exemple Rémi sans famille ou Ulysse 31. Ulysse 31 même, qui j'ai plus connu un petit peu plus dans le tard que récemment. Bon, après, parce qu'il y a eu des multiples rediffusions sur France 3. À noter, donc, ils parlaient de leurs frères et de leur présence par rapport à ça. On va. Ok, je te laisse, on regarde ça, mais après, D'accord. on regarde ça derrière. Ah oui, mais, donc il n'y a, pas eu les bagarres, genre film Si, à la bien télécommande. sûr, Ah, bien sûr, bien sûr. De grosses bagarres. Ah ouais. Oui, oui. C'était la guerre. D'ailleurs, Et donc là, effectivement, il parle de son frère avec qui il avait souvent des bagarres pour choisir la télévision. Et moi, je me souviens pas de ça. Parce que très vite, en fait, on a eu droit à chacun notre télévision. Il y avait une télévision dans la cuisine, une télévision dans le salon et une télévision dans les deux chambres des enfants. Et avec même notre magnétoscope, donc on avait rarement besoin de se battre. À part peut-être pour la télévision du salon qui, dans les années 80, fin 90, début 2000, a eu droit à CanalSat. Donc derrière, si on voulait voir les chaînes spécialisées, il fallait aller se battre et dire «Oh tiens, j'ai ça enregistré et tout». Mais par rapport à mon frère, donc on avait très très peu de disputes ensemble. On était beaucoup plus solidaires et ça faisait que derrière, par exemple, pour vous donner une idée, étant donné que moi j'ai très vite fait 1,65 m. Alors certes pour un adulte c'est très petit, mais pour un gamin c'était très grand donc et j'étais assez fort, je savais me battre. Donc j'étais assez protecteur et donc plus d'une fois des gens qui ont embêté mon frère, je les ai roustés. Voilà. Mais derrière en plus, ce que je faisais, c'est que, avec mon frère et moi, de temps en temps, parce qu'on aimait beaucoup regarder des films, on était très cinéphiles et donc de temps en temps, certains dimanches, on se matait 2 films, à la suite, soit dans ma chambre, soit dans la sienne et on devait choisir chacun un film. Comme ça, on découvrait chacun, un film, de son style à l'autre et tout ça. On forçait les choses pour faire découvrir, de nouveaux films, de nouveaux genres
à cette personne-là. Et donc, ensuite, j'ai noté à 5 minutes, enfin, même à 4 minutes 30, je m'en souviens que. Mais d'appréhender à quel point c'était complètement différent en termes de tout. Alors évidemment, forcément, enfin, je le dis, hein, évidemment, on est biaisé, parce que on va forcément rattacher ça à l'enfance. Tu regardais des dessins animés, tu allais au collège, tu avais des potes, tu payais pas tes impôts, maman te faisait à manger. Donc évidemment que notre souvenir, il est biaisé. En fait, on pourrait dire qu'on est parfaitement objectif si jamais on avait eu genre 20 ans en 90 et 30 en 2000, quoi, tu vois. Mais C'est ça, quoi, il y a de l'affect qui biaise un peu ça. il y a forcément l'affect qui biaise un peu ça. Mais quand même, je vais prendre le risque et je vais dire que ouais, je trouve que les années 90, c'était pas forcément mieux, mais ce qui a suivi était pire. Parce que ça a été, en fait, à partir de 2001, du début des années 2000, ça a été une descente ininterrompue. Si on parle, avant de parler de pop culture, de musique, de machin, etc. Et donc, il a totalement raison par rapport à cette perte de repères donc, que je voulais parler. C'est qu'on s'est beaucoup plus renfermé à cause, surtout peut-être, je pense, de 2001, qui va parler à nouveau d'ici, de ces attentats. On s'est beaucoup plus renfermé sur nous-mêmes. Et de par ce renfermement par rapport à nous-mêmes, alors que dans les années 90, on était vraiment en train d'essayer de vivre tous ensemble avec la communauté de plus en plus grande et sous une même unité, en fait, peu importe la couleur. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo sur Dieudonné vu par un juif, moi j'ai grandi dans les années 80-90, et je pense que c'est pareil pour Dieudonné et les Simoun, où en fait la couleur de peau, la religion d'une personne, on n'en avait rien à foutre. Moi je m'en souviens que ma grand-mère, elle venait nous chercher, et derrière elle offrait des croissants, des pains au chocolat à tout le monde dans l'école, peu importe qu'il était arabe, noir, tout ça. Et moi, pareil, j'avais des amis. Voilà, je ne sentais pas cette idée, cette distanciation. Et là, depuis peu, donc, enfin depuis peu, non, depuis les années 2000, on s'est renfermé, que ça soit sur une couleur de peau, que ça soit sur une religion, ou même que ça soit sur des idéaux politiques. Où carrément, il est maintenant, alors que moi je suis de gauche, il est carrément interdit d'être différent, d'être un woke, c'était de gauche, et totalement différent d'être pro-Zemmour ou Marine Le Pen, c'était d'extrême droite. Et c'est des renfermements qui fait que plus personne s'écoute, se renferme encore plus dans leurs idées, dans ce côté communautaire, et derrière, plus on se renferme, plus derrière, ben, on devient encore plus dépressif de nos conditions et on continue d'aller encore plus loin dans la décadence et dans ce renfermement. Et derrière, en fait, c'est véritablement dommage de continuer à être dans ce renfermement parce que ça fait que le pays en lui-même chute. Et il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'ouverture possible. Et je le constate à travers mes yeux, peut-être d'enfant, d'innocence. Alors qu'en vrai, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses qui arrivent et il faut arrêter de se renfermer sur tout ce qui est pire. Parce que derrière, ça fait qu'on vit dans une certaine solitude et qui nous pèse, au final, et qui nous pèse plus qu'autre chose et qui nous détruit. Et qui nous détruit aussi, en plus on a pu le voir avec le Covid, qui nous détruit notre réalité, la vraie réalité des choses. Que ce soit les complotistes ou les pro-vax qui sont trop violents, comme les complotistes qui sont trop violents, derrière, et en plus ça permet de vous faire manipuler dans les deux cas. Parce que voilà, il faut cette certaine unité, mais qui est divisée, bien entendu, par des décisions et exprès pour mieux régner, comme on dirait, divisé pour mieux régner. Mais avec cette unité, alors qu'avec cette unité, et ce, même en ayant des différences. C'est pour ça qu'au début, les gilets jaunes, c'était très bien. Il y avait des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, de gauche, de droite. Voilà, maintenant, dans les manifs, si t'es d'extrême droite, t'as plus le droit d'y être. Et je trouve ça honteux. Et pourtant, je suis d'extrême gauche. Donc, moi, je trouve que c'était pas la solution, c'était pas l'idée qu'il fallait se faire. Enfin, et c'est pareil, on devrait arrêter de stigmatiser les gens et les haïr parce qu'ils sont ci ou ça. J'ai toujours été, moi, dans cette optique que on juge les personnes par rapport à leurs actes et non pas par rapport à leur étiquette. Et on devrait continuer comme ça. Mais à cause de ça, ça fait qu'il y a vraiment plus d'unité. Et quand on pense à ça,
On pense par exemple à une anecdote et que JDG va bien parler par rapport à ça. C'est la Coupe du Monde de 1998. Donc on met le petit extrait. C'est vrai que l'ambiance était globalement plus détendue. Tu vois, il y avait bon, il y avait La mort de Lady Di, quand même, moi, ça m'a foutu un coup. il y a la Coupe du Monde. Ah, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai. 98, t'as la Coupe du Monde. 2000, il y a la Coupe Voilà. d'Europe, donc évidemment. Et c'est pas genre la Coupe du Monde en 2006. Parce que moi, j'ai été étonné en 2000, non pas 2006, c'est quand qu'on a gagné la dernière, la 2010 2018. 2018. Ah, c'est vrai qu'on est en 2022. Marty, En 2018, quand on a gagné toujours la là, dernière, tu sais, c'est genre une semaine après, plus personne n'en parlait. Tu sais, moi, ça m'avait Il n'y a pas eu le même effet, Oui. ouais, effectivement. Ouais, alors qu'en 98, pendant 2 ans, tu les voyais, mais partout. Les mecs, c'est tout le temps. À la télé, dès que la moindre. Et c'est vrai que voilà, la Folie 98, par rapport à 2018, qui effectivement a duré très très peu, et c'est pas parce que le foot est devenu moins intéressant, non, au contraire, c'est toujours la folie, c'est toujours notre sport national. Et il y a eu toujours une petite fierté. Sauf que déjà, bah, on peut le constater, c'est qu'il y a eu les polémiques en 2018. Ah oui, bah, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vivre dans l'unité. Black Blamber, oui, c'est surtout parce qu'ils sont nés en France et qu'ils ont eu notre. On s'en fout, on s'en fout. On devrait être juste heureux que notre équipe a gagné une deuxième Coupe du Monde. Alors oui, je sais peut-être que c'est dû au fait que c'était pas la première, mais la première quand même a duré sur 2 ans. Sur 2 ans, on était heureux et on était là à fêter ça et à se rendre des ondes positives. J'ai envie de dire, voilà, on va parler un petit peu en mode méthodologie. Alors, je devrais pas, parce que moi je crois à la science, mais de par le climat délétère qui s'est instauré peu à peu dans nos pensées, dans nos idées, fait que derrière, un événement comme la Coupe du Monde 2018 ne permet plus, toutes ces bonnes nouvelles qui nous arrivent, n'aident plus à relativiser ce qui nous arrive. Après, il y a un autre élément qui est très important dans ce climat et qui a détruit encore plus aussi euh, cette distanciation, cette séparation des gens et on va dire ce côté très renfermé sur soi, c'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est quelque chose, vous allez le voir avec l'euro, ça date aussi des années 2000, qui a tout détruit. Et vous allez voir du rôle de l'argent. On peut le voir aussi que le rôle de l'argent, peut-être avec l'abondance aussi de clips de rap qui passent sur le sujet et tout ça, mais derrière, l'argent est devenu trop omniprésent à cause du pouvoir d'achat, entre autres, à cause des influences. Mais on peut constater qu'on va parler de l'argent que ramène OnlyFans, que ramène YouTube, que ramène TikTok, que ramène les crypto-chaînes, que ramène les paris sportifs. On va plus parler, ça va devenir un besoin important d'avoir de l'argent, alors que ça doit être juste un outil pour nous aider à nous en sortir et à nous acheter du bonheur sans être omnibulé par ça. Ce qu'on devrait être omnibulé, c'est pas d'avoir l'argent, mais de savoir comment on va le dépenser. Et vous allez voir. Quand j'étais gosse, on me filait 50 balles d'argent de poche. Tous les samedis. 50 balles, 50 francs. J'avais pas autant d'argent. 50 francs d'argent de poche, Voilà. c'est. Il fallait que je réclame à chaque fois que je voulais acheter quelque chose. Ce qui était dur, il fallait que je négocie avec ma mère. 7,50 €. 7,50 €, tu fais rien. Mais l'éclairage se casse la gueule pour Ouais, ça vaut 5,50 €. Non, mais 7,50 €, tu fais rien. Moi, c'était pas aussi régulier. Moi, il y avait pas. Je sais que j'avais des potes comme ça, ils avaient tout le temps. Donc, ils savaient, bah, si c'était en mode. Et donc, effectivement, en fait, l'argent paraissait moins pesant, car avec peu, on faisait beaucoup. D'ailleurs, il va donner des petits exemples, et je tenais à rectifier parce que c'était important quand même. Avec 50 francs, t'allais t'acheter le Dragon Ball de la semaine qui valait 15 francs. Alors, il ne valait pas 15 francs, il valait 18 francs, et je les ai encore. Voilà. Et c'était la moitié d'un tome. Et un tome de Glénat coûtait 40 francs. Je crois que c'était 36 francs pour les tomes de Cana. Et donc 40 francs, c'était c'était à peu près 6 euros, 17 euros, grand max, 6,50 € à peu près. C'est d'ailleurs assez
assez cher les tomes, donc c'est pour ça qu'on était content de cette collection qu'il y avait en presse et qui coûtait largement moins cher. Ensuite, j'avais noté, donc, à 10 minutes 45, une autre anecdote que j'aimerais relativiser. Donc, on va écouter le discours et ensuite. Moi j'ai senti, déjà quand j'étais gosse, on est passé, j'ai senti la transition de vinyle cassette, cassette CD, VHS, DVD, Blu-ray, là ça stagne depuis 20 ans. On a tout eu en l'espace de 10 ans. Les ordinateurs, la puissance, mais elle doublait tous les 3 mois. Ça c'était relou par contre, parce que qu'il fallait tout le temps les changer. T'avais acheté un super ordi, le mois d'après il était obsolète quoi. Enfin, la doublant. Tu overcloqué comme un connard et tu mettais un ventilo. Tu l'as pas fait ça pendant des années? J'ai pas fait. Et donc là, il parle de l'avancée de la technologie qui a un petit peu ramé, ce que je trouve un petit peu faux, surtout si on compare encore une fois avec les années 90-2000, c'est aussi arrivé dans les années 2000, hein, cette avancée technologique. Mais on peut parler, si on veut, aujourd'hui, effectivement, d'une certaine stagnation, peut-être. Or, en vrai, si tu remarques bien, en fait, on a une nouvelle console tous les 5 ans. Bon, ça sera peut-être plus le cas. Nous avons surtout, on va dire, c'est beaucoup plus subtil. En fait, les nouveautés, c'est juste que maintenant, il faut suivre dans divers commerces. Je pense par exemple au commerce des casques de réalité virtuelle qui augmentent presque tous les ans. Là, l'Oculus Quest 1 et 2, je crois, ça a un an d'écart. Avec le Rift Test et sans compter les Vive et maintenant donc il y a la Lynx et d'autres casques de réalité virtuelle qui vont mélanger de l'AR, donc je sais plus, Alternative Reality, où en fait c'est comme Pokémon Go, vous voyez avec votre téléphone dans le monde réel des objets qui bougent virtuels en fait. Et donc ça a mélangé les deux. Donc les avancées sont là, avec les cartes graphiques aussi, les RTX, qui maintenant, là il y a la TI 3060 qui arrive. Vous avez le smartphone PC pliable de Asus qui devient une véritable mode. Donc non, moi je trouve qu'il y a des nouvelles choses, tout le temps, encore. C'est peut-être moins grand public, tellement ça coûte cher et que, donc voilà, avec le pouvoir d'achat qui a baissé, ben effectivement, les gens sont moins au courant et donc se permettent moins de choses et d'apprendre moins de choses et de se payer moins de choses. Voilà, et reste, on va dire, dans un petit concon virtuel, comme par exemple toujours le nouvel iPhone, plutôt que aller dans les nouveaux téléphones qui sont au final beaucoup mieux dorénavant. Si encore Apple était une grosse avancée, mais qui coûtait très cher dans les années 2010 et tout ça, maintenant, la grande avancée, on ne la voit plus trop. Donc j'avais noté encore une anecdote à 13 minutes 10. Une ambiance qui change dramatiquement à partir des attentats du 11 septembre 2001, hein, du coup, Voilà. où c'est vraiment, on passe d'un truc plutôt bon enfant, fin 90, tu sais, c'était la fameuse ambiance Black Blamber de 98, machin, et là, 2001... la fête est finie, ouais. La fête Voilà. est finie, hein, ouais, moi je me souviens à Perpignan, une anecdote, le jour des... moi j'étais à Montpellier quand il y a eu les attentats, mais c'était ma mère qui m'avait raconté que pendant 3 jours, tu voyais plus aucun arabe dans les rues, ils étaient terrifiés, ils n'osaient pas sortir de chez eux, t'sais. Alors que les pauvres, ils étaient pour rien. C'est vrai. Mais ouais, ça un climat de paranoïa un petit peu, ouais, c'était... Et donc effectivement, il y a ce côté paranoïa qui s'est instauré. C'est vrai que cette anecdote-là, j'ai plus ou moins ressenti. En fait, tu sentais, surtout sur pas mal d'amis musulmans d'origine, enfin de religion musulmane ou d'origine du Maghreb, que ils avaient honte. Ils avaient honte, pas de me parler, mais de peur de dire quelque chose de mal. Et ça, j'appréciais pas. Au contraire, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils ne soient pas gênés par rapport à cette anecdote-là. Mais c'est vrai que derrière, ces attentats ont fait beaucoup de mal et nous ont encore plus renfermés en accusant une communauté et nous en nous refermant dans un communautarisme stupide. Alors que moi, j'ai grandi avec toutes ces communautés et ça m'a déçu de devoir nous renfermer
Et moi, j'ai continué à ne pas me renfermer, hein. J'ai été avec une Marocaine musulmane et tout ça, avec qui j'ai eu des enfants. Je me suis mis avec une Camerounaise. Je me suis mis avec des filles d'horizons divers parce que je ne cherchais pas à me mettre avec quelqu'un juste parce qu'elle était de telle ou telle religion, tout ça. Non, juste parce que bah, moi, mon kiff, c'était d'être avec une geek, tout simplement. Alors certes, on pourrait se dire que je me renferme par rapport à ça, mais en vrai de vrai, c'était surtout, je me mettais avec quelqu'un parce que je me sentais bien avec. Et il n'y avait pas cette idée de me donner des limites. Et là, je vois que tout le monde se met des limites en épousant que des gens qui doivent être de la même religion qu'eux, de la même couleur de peau qu'eux, et ça, moi, ça me triste. Je trouve ça triste. À noter encore une fois, par rapport à à ce communautarisme, une petite anecdote à 17 minutes. Période des LAN, la période du bac, du lycée, où c'était un peu plus cool. On faisait un peu plus les cons, on était un peu plus adultes. Puis dans l'entourage des potes, il y avait les premiers potes qui avaient la bagnole et tout, donc on était un peu plus libre, on se déplaçait. Mm. On se promenait en Espagne, on faisait plein de trucs. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. Enfin, j'ai de bons souvenirs, moi. Je sais pas, ouais. Je sais pas comment dire ça, mais ouais, début 2000, moi, c'était la rigolade. Bah, en fait, début 2000, il y a eu cette phase de transition, même au niveau de la culture. En fait, on en parlait avec des films comme Matrix. Voilà. C'est début 2000, ça, il y a cette transition vers quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau musical, par exemple. Dans les années 90, c'était à fond la techno, la dance. C'est début. Alors, d'ailleurs, par rapport à la musique, mais effectivement, je vais revenir déjà sur le cas Matrice, qui est vrai. C'est vrai que Matrice a vraiment instauré l'idée que maintenant, les films, ça doit être sérieux. Et qu'on doit détruire toute innocence dans une œuvre de fiction. Ça aussi, ça a peut-être aidé à cheminer les gens à croire que la rigolade est finie et qu'il y a moins d'innocence maintenant qui doit s'offrir à nous, qu'on doit devenir responsable d'un coup. Or, en vrai, non, ça devrait continuer à être un cheminement et pas d'être forcé, en fait. C'est surtout toujours garder son âme d'enfance, ça permet d'aider à relativiser toutes les merdes qui nous arrivent et ça nous permet de nous faire du bien. Et donc c'est pour ça qu'il faut continuer à se le faire. Hélas, même les œuvres de fiction comme Matrice qu'il a instauré, et pourtant j'adore la trilogie Matrice, ça, il n'y a pas de souci. Mais derrière, en fait, il y a toutes les œuvres, et pourtant, derrière, qui délivraient des messages très très cons. Hein. Je pense à la trilogie de Nolan, qui sont très mauvais aussi, mais qui avaient ce besoin d'être tout le temps sérieux, parce que ça fait edgy, ça fait sérieux, ça fait adulte. Or, en vrai, quand tu regardes même L'Arme Fatale, et c'est ça qui est bien, ou Demolition Man, c'est quand même très très violent quand tu le regardes. Mais cette douceur et ce second degré et cet humour qui pesait dans les œuvres permettait d'alterner quelque chose et de se sentir bien au final à la fin. Pas de se sentir oppressé. Et c'est dommage que ce genre de film-là a plus ou moins perdu pour toujours quelque chose d'aseptisé et de moins naturel, en fait. À 18 minutes, ça parle d'ailleurs de. D'ailleurs, en musique, c'est là où je voulais revenir. En musique, c'est vrai que ça parle de techno dance. Non, faut rappeler aussi qu'il y avait Michael Jackson dans les années 90 avec ses meilleurs albums pour moi, Dangerous et History. Moi, ajouté Blossom on the Dance Floor. Alors que c'est vrai que question musique des années 2000, Michael Jackson c'est Invincible et dans le 2010 il meurt. Donc j'ai envie de dire oui, effectivement, les années 2010, on a perdu le meilleur artiste musical au monde. Voilà, hein. Mais pour vous donner une idée de cette innocence, c'est qu'on avait les boys bands qui, dans les années 90, qui, dans les genres musicaux populaires, très populaires chez les jeunes, qui étaient cons mais mignons. En fait, voilà, ça parlait jamais de choses violentes. Les années 2000, avec le début de rap et tout ça, ça parlait des problèmes de cité, avec IAM et INTM, qui était fin 90. Même le rap dans les années 90, je le trouvais beaucoup plus gentil et beaucoup plus sympathique avec le Secteur A et Doc Gynéco. Là, les sujets ont commencé à devenir un petit peu plus pesants. Avec des groupes peut-être plus adultes là aussi, mais après c'était la continuité, mais ça n'a fait que d'aller dans ce sens du toujours plus.
Or, en vrai, c'est bien de se décharger un petit peu avec des œuvres, même en parlant de sujets sérieux, de savoir atténuer ce message pour le rendre peut-être un petit peu plus doux, plus gentil. Et d'ailleurs, donc, ça parle à 18 minutes du new metal. Donc, 90, début 2000, tu vois. Enfin, vraiment tout début 2000. Mais je trouvais ça plus varié globalement que maintenant où j'ai l'impression que c'est vraiment toutes les musiques en tête, c'est que du rap. Tu sais. Ah oui, oui, actuellement, oui, Ouais. 2020, c'est sûr. après, en truc Et le célèbre, rock c'est que du commence à rap. disparaître de plus en plus. Moi, je Et suis le rock ne attristé commence de pas à fou. disparaître non Parce plus. qu'encore, C'est ouais, juste depuis le que truc, il y avait le new c'est metal, devenu quoi. plus Enfin, de il y avait tous niche. ces groupes. Ça arrive, putain, il y a Voilà. Linkin Park, Korn, tout ça. Enfin, T'appelles ça du new metal? Moi, j'appelle ça non, du c'est une. punk metal. Moi. Enfin, Non, on a appelé Non, ça le c'est new du new metal, mais metal. c'était une période Donc, tellement effectivement. courte. Je sais plus. Que Il y a metal, tellement c'était de plus peu de groupes qui Offspring. représentent ça que c'est vraiment. Linkin Park, c'est la deuxième vague de néo metal. En plus, ouais. Parce que c'est Korn, des c'était Misfits. 95, néo-metal. 96, tu vois, c'était quand même bien Il y a avant. combien de groupes? Il y en a. C'est une poignée, quoi. Ouais, C'est pas une en poignée, tout, il doit y avoir, pas une C'est poignée. les Misfits, non, qui a ouvert un peu le truc. Bah, c'est Non, Korn, c'est hein. Korn. C'est Korn. C'est Korn, C'est Korn. Deftones et Et Deftones, ouais. voilà, et tous ces groupes-là, quoi. Et même Alors, pour revenir sur le néo-metal, parce que moi j'étais un très très grand fan de néo-metal, hein, avec les albums, bah, par exemple, c'est comme ça que je l'ai découvert, moi c'est avec le film Mortal Kombat, et ensuite de Spawn, et de découvrir... en fait, j'ai des tonnes de CD de musique de films, j'étais étonné quand j'ai rangé tous mes CD, presque autant que des musiques de CD de métal, qui étaient mon genre favori quand j'étais jeune. Et donc il y a eu le néo-metal, créé dans les années 90, en 94, si je dis pas de bêtises, par Korn, et leur premier album, qui était Korn, l'album éponyme. Et même si c'est vraiment leur second album, Follow the Leader, avec même des duos avec Limp Bizkit, qui a vraiment instauré cette idée avec All in the Family, en duo avec Red Dirt de Limp Bizkit, qui a imposé un metal rap que j'ai trouvé vachement fun, et même Aerosmith s'y est mis, hein, donc avec Rock This Way, avec Run DMC, il y a eu même Black Sabbath enfin le créateur de Black Sabbath qui a Ozzy Osbourne, qui a fait un album qui mélange un groupe de rap avec un groupe de métal, même System of a Down hein, faisait un petit peu du néo-métal, hein, derrière, parce qu'en fait, c'est vrai que c'était pas que du mélange avec du rap, ça pouvait. Le néo-metal, c'était vraiment carrément une époque où le métal s'est un petit peu atténué et devait faire des yo-yo de ton. Et c'est ça que j'adorais, c'était le yo-yo de ton. C'est qu'il fallait que le couplet soit mélodique ou rappé ou chanté et le refrain qui doit gueuler. Voilà, même Marilyn Manson, on peut considérer un petit peu que c'est du néo-metal avec ce côté de tendance. Mais d'ailleurs, donc, on peut considérer que pas mal de groupes, il y a eu Korn, Deftones, Sepultura, Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach qui a duré très longtemps d'ailleurs, hein, et qui existe encore. Seven Dust aussi existe encore, même s'ils font un petit peu moins côté néo-metal. Je m'en souviens qu'il y avait Soulfly aussi qui avait certaines chansons. J'ai même envie de dire que Mushroom Head et Slipknot faisait du néo-metal pour moi en quelque sorte. C'était un petit peu ce genre de métal là avec des changements de ton et qui apparaissent dans la chanson. Et pour vous dire, par exemple, actuellement, ça a beaucoup de succès, c'est le groupe Hollywood Undead qui est du néo-metal. Comme quoi, ça n'a pas disparu et que ça continue d'exister. C'est juste que effectivement, bah, faut apprendre à les connaître. C'est c'est plus difficile d'aller dans ce genre de choses-là, et c'est vrai qu'on n'appelle plus trop ça du néo-metal actuellement. Ensuite, ça parle de technologie sur les téléphones, les smartphones. Keiji qui est arrivé, bah ouais, fin 90, et c'est Matrix Plutôt qui a mis. plutôt tout début 2000, moi je dirais, mais oui. Je pense qu'il a marqué cette césure-là. Et puis, d'une manière générale aussi, là où on a du mal, je pense, à concevoir à quel point, pour quelqu'un qui ne l'a pas connu, les années 90 c'était différent, c'est surtout l'absence de trois choses, en fait. Internet, téléphone, réseaux sociaux. Ouais. Parce que, à quel âge t'as eu ton premier téléphone, toi? Je sais plus,
Mais on m'en a filé un, mais j'en voulais pas en fait. Je crois que ouais, je voulais pas, je m'en foutais en fait. Je voulais pas m'en Moi, servir. j'avais Ça un, me servait moi, à rien. j'avais un tam-tam. Pendant Ah ouais. plusieurs mois, j'ai eu un tam-tam ou un Je suis tatouage. jamais passé J'ai par jamais ces eu étapes-là, mais non moi plus j'aurais bien voulu les par contre, parce tadam. que j'étais tellement influencé par la télé. Bah, d'ailleurs, si tu veux faire une parenthèse télé, mais moi j'étais à fond de X-Files et dans X-Files, tout le temps ils avaient Bien sûr. des bips quoi. Alors, le tam-tam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des beepers. Hein. Voilà. C'est des voilà. Et donc moi aussi, mon premier téléphone, je l'ai connu très très tard. À contrario d'Internet, où j'ai eu mon premier ordinateur, c'était 98, 99, donc à 13 ans, 13, 14 ans. Mon premier téléphone, alors on avait un téléphone pour tout le monde, mais on s'en servait très très peu. Mais ça nous permettait d'être disponible quand on utilisait Internet, parce que effectivement Internet coupait le téléphone fixe, donc c'était soit l'un soit l'autre. Des fois j'étais même obligé pour ma mère de laisser Internet, donc voilà comment on pouvait le vivre. Mais moi donc j'ai eu mon premier téléphone je crois à 17-18 ans, à la mort de mes grands-parents. Surtout que j'ai appris la mort de mon grand-père, de ma grand-mère à l'école. J'étais au lycée. Et c'était en 2002, si je m'en souviens bien. Et derrière, c'est celui qui m'a prévenu, c'est mon pote qui lui avait un téléphone dans la cour de récré. Et c'est là où je me suis dit, putain, en fait, c'est utile. C'est utile quand il y a des urgences d'avoir un téléphone portable. Et je sais que c'est parce que en fait dans la religion juive on garde le corps dans la maison pendant 6 ou 7 jours, et c'est pendant ces 6-7 jours de deuil qu'on a fait avant de poser le corps dans un cercueil, que derrière je me suis dit que je voulais acheter mon téléphone, et que j'ai acheté mon téléphone. C'était une anecdote pas très heureuse. Mais bon, c'était pour dire, moi, quand est-ce que j'ai eu mon téléphone. Et tous ceux qui sont nés dans les années 80-90, on n'a pas trop vu l'intérêt très vite. Et c'est vrai que donc on a mis du temps, sachant qu'on avait des Nokia et des trucs très moches. C'était pas aussi captivant qu'un smartphone actuellement. D'ailleurs, en nouvelle technologie, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée de quelque chose d'autre qui a peut-être aidé à donner ce côté morose. Mais voilà, écoutez. Fin des années 2009-2010 avec Facebook, etc. Mais c'est l'arrivée des réseaux sociaux. C'est ça, ouais. C'est ça. En fait, pour moi, le monde, il a complètement changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est paradoxal parce qu'en fait, c'est un outil que j'utilise moi-même beaucoup, qui est indispensable à notre métier. Et on en devient accro, hein, très vite. Hein. Facebook, c'est un réseau social. Twitter, c'est un réseau social. Instagram, c'est... Enfin bref. Est-ce que vraiment tu trouves que le monde est mieux avec les réseaux sociaux que sans? Voilà, je sais qu'on est dans du boomer, on est dans du boomer à l'état pur. Mais en vrai, c'est compliqué parce que tu peux pas tout jeter à la poubelle et dire que c'est vraiment l'enfer. on peut dire que c'est l'utilisation que les gens en font, c'est pas les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, ça, j'étais pas d'accord sur le fait que ouais, ça n'aurait jamais dû exister. Moi, je suis pas d'accord, ça aurait dû exister. Je suis content que ça ait existé, même si je considère que Twitter, c'est le réseau des enfers, entre autres. Voilà. J'ai un nom pour tous les réseaux sociaux. Hein. Facebook, c'est le réseau des boomers. Twitter, c'est le réseau des enfers. Instagram, c'est le réseau de la pub. LinkedIn, c'est le réseau des patrons du MEDEF. Voilà, donc il y a de tout. Il y a de tout dans les réseaux sociaux, et c'est un petit peu comme le concept d'Internet. Tout le monde dit que ça leur aurait jamais dû exister, mais en vrai, c'est pas vrai. C'est qu'au début, quand ça a existé, c'était vraiment pour rapprocher les gens et enfin s'aider à se retrouver. Franchement, je compte pas le nombre de gens que j'ai pu voir m'aider aussi à créer une communauté tout autour grâce à des produits, mais j'ai revu des amis d'enfance avec ça, parce que copains d'enfance, c'était pas si évident. Ça m'a permis de les revoir. Mais effectivement, à cause de ce communautarisme et ce renfermement sur soi et ce besoin de se renforcer sur ses positions et ne pas reconnaître ses erreurs aussi, alors qu'on peut faire des erreurs, c'est ça qui est important, et savoir les reconnaître, ça permet d'évoluer. Mais c'est tout ça qui ont rendu ça juste horrible, et des guerres de clash et d'enfoncement dans un déni de la réalité. D'ailleurs, en plus, il parle d'autre chose à 24 minutes 30 que j'avais noté et que je voulais
Donc, noté. Si Facebook, bien entendu, veut bien C'est marcher. pas livré aux yeux de tout le monde, ça reste quand même un espèce de cercle Aussi, fermé. Voilà, donc le fait Alors, qu'on soit ça un parlait peu, des forums. qu'il y ait ce genre de restrictions, ça permet de contrôler un peu aussi les dérives. Mais de toute façon, je crois que les réseaux sociaux, après c'est un truc plus vaste, mais le mec qui a créé les réseaux, qui a contribué à créer le réseau social de Facebook, il a lui-même dit que genre c'était le pire truc qu'il Alors, avait c'est fait Mark depuis la bombe Zuckerberg. atomique, enfin, qu'on avait fait au monde depuis la bombe atomique. C'est pas moi qui le dis. Ouais, parce que je crois je sais plus, ils ont fait des analyses, Je crois qu'ils se sont servis d'addict à la drogue, d'addict à la drogue ou pour comprendre les mécanismes d'addiction en fait, et pour essayer de reproduire un peu ça, mais à travers un algorithme. C'est fou. Enfin, Et oui, effectivement, les réseaux sociaux, c'est devenu une addiction. Dans le sens où même, en plus, c'est devenu un outil. Il y a qu'à voir à quel point l'outil est devenu... l'outil des réseaux sociaux est devenu une arme. Rien que, par exemple, moi, j'ai reçu un commentaire avec un hashtag Zemmour. Zemmour avec les femmes. Et c'est là où tu vois que même Zemmour, et même n'importe quel candidat, vont l'utiliser en tant que campagne marketing pour être dans les tendances, ou par exemple avec les bots de LREM, parce qu'il y a des bots véritablement créés, et ça crée de la paranoïa, et un certain monde parallèle avec ces réseaux sociaux, et parce qu'ils vont te harceler, parce que tu critiques le chef suprême, par exemple. Alors que ces gens sont payés juste pour contredire les gens, et ils ne sont pas réels, en fait. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Mais bon. C'est violent à quel point les réseaux sociaux sont devenus un danger, en fait, à cause de notre utilisation. Et c'est pour ça qu'il est important de se reconnecter au réel et de s'allier à nouveau avec des gens du réel. Et pour faire avancer les choses, il faut casser enfin cette dynamique, qui va vers le bas, en arrêtant de faire des manifs. Moi, j'étais content des Gilets jaunes. Enfin, on était unis en étant d'extrême gauche à d'extrême droite. Maintenant, les gens d'extrême droite n'ont plus le droit de manifester dans les manifestations de Gilets jaunes. Tu sais pas pourquoi. Il y a. Et en fait, tant qu'on n'aura pas décidé de tout casser véritablement, tout en s'unifiant ensemble, ça continuera à pourrir et à pourrir la France. Et notre pays, et faire en sorte qu'on sera jamais heureux de où on vit, en tout cas dans les années 2000. Il y aura toujours quand même ce côté dur qui va persister si on continue à rester dans cette dynamique. je partais pas à chouiner dans mon coin, enfin. C'est ça. J'avais choisi il y a aussi ma classe de personnages, moi je faisais des blagues, je faisais des PDCL, donc je faisais rigoler les gens, donc ils m'oubliaient. Moi c'est pareil, j'ai eu un collège dégueulasse, ça c'est début du lycée dégueulasse, c'était encore pire, et ça s'est calmé. Ah ouais, ça moi s'est le lycée ça a changé. ça s'est calmé, moi ça s'est calmé milieu du lycée, c'est-à-dire quand j'ai redoublé et que là j'ai trouvé vraiment des potes avec qui j'avais les mêmes délires, avec qui j'ai commencé à faire du jeu de rôle notamment, qui a été une thérapie pour moi. Moi c'est pareil. C'est là où j'ai commencé à trouver des gens avec qui, parce que c'est pareil aussi, on n'a pas parlé, parce que le sujet on pourrait parler 4 heures. Dans les années 90, tu disais pas que tu jouais à des jeux vidéo comme maintenant en fait. Tu ne le disais pas. Moi quand j'étais au collège, quand tu jouais à des jeux vidéo, tu ne le disais pas. Ça ne se faisait pas. Tu parlais au collège, tu parlais de ton scooter de merde là. Attention. On s'en fout de votre scooter de merde. Attention. Tu parlais de meufs ou tu parlais de. Il est sec, JDG. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Mais tu parlais pas. C'était pas autant la chasse à sorcière quoi. C'était un peu marginal le jeu vidéo, c'était vraiment les nerds tout ça. Mais c'était. C'est ça, c'est que c'était marginal en fait. Moi, le truc, c'est que toute ma période de collège, j'ai eu des potes branchés. Enfin, tu sais, un peu, tu vois ce que je veux dire, c'est les potes qui. Alors, je suis d'accord et pas trop d'accord avec. Je suis pas trop d'accord avec, dans le sens où, en fait, déjà, moi, j'étais avec des potes qui avaient les mêmes goûts, à peu près. Donc, les jeux vidéo, bien entendu qu'on y jouait. De toute façon, moi, en fait, comme j'étais très ouvert, j'aimais tout. J'aimais tout, véritablement. J'étais pas trop moto. Quand ça parlait moto, voiture, j'avais rien à foutre. Mais tu vois, je laissais parler. Et je comprenais. Mais sans plus. Mais par contre, par exemple, jeux vidéo, il y avait. Et je pense que c'était le gros défaut peut-être de JDG et de Seb, c'est qu'ils aimaient pas les jeux de foot. Or, moi, j'aimais les jeux de foot. Ça me permettait de jouer avec mes potes aux jeux de foot et à plusieurs. Mais aussi, donc derrière, étant donné que ça venait chez moi et tout ça, et que moi j'avais par exemple la Nintendo 64 et la GameCube, ou, dans les années 90, c'est vrai, c'était celle-là. Même les
toutes les consoles de Nintendo et de Sony, j'avais chez moi, donc on pouvait toujours jouer. J'avais même la Dreamcast où on a joué à Power Stone 2, on a joué à Mario Kart, Smash Bros, GoldenEye. Donc c'était toutes ces séries de jeux qui ne pouvaient pas être mal vus puisque c'était nos jeux. C'était les jeux que tout le monde jouait dans la cour d'école. Donc moi, de toute façon, en fait, c'est très simple. Je reviendrai peut-être dessus en même temps, puisque ils en reparlent à 28 minutes. Mais derrière, en gros, le côté jeu vidéo marginal, j'étais pas d'accord. Par contre, les mangas, et ça ils en parlent, à part Dragon Ball qui était intouchable, et certains dessins animés du Club Dorothée, je pense à Saint-Seiya ou Ranma Demi qui étaient pas trop mal vus. Mais c'est vrai qu'en règle générale, l'image des mangas était vue que pour les enfants. Que pour les enfants. C'est ça qui est marrant, c'est que derrière Ségolène Royal l'a interdit parce que c'était des dessins animés qu'elle considérait trop pour les adultes. Mais derrière, dans les cours d'école, nous on considérait ça que c'était pour les gamins d'aimer les mangas. Ça a beaucoup changé depuis. Voilà. Ils pensent, moi, putain, Jessica, je la ken. Et ou de C'est la Clotre meuf aussi. C'est les Ouais. mecs fous. Oh, Ouais, vraiment, Donc, dans la gorge. j'ai noté. Ah, Ah, ouais, bah, Ça va être un peu. commencer à parler des meufs, tu vois. C'est ça, ouais, avoir du poil au menton, donc. Ouais, c'est ça. On pourrait parler des ça meufs. passe, mais ouais, les dessins animés, c'était nine. Ouais. Ouais. Mais surtout, voilà, donc moi en plus, je pense que Et c'était voilà. le même cas. Moi, j'étais au collège, j'étais comme ça, j'étais avec une coupe ridicule, comme maintenant d'ailleurs. J'étais. On était tous ridicules. Alors, à l'époque, hein. Franchement, non, mais regarde c'est- les photos de classe. Et moi, putain. j'étais le petit gros un peu timide, en fait, tu vois. Donc, l'avantage, c'est que j'étais très grand, donc je me faisais pas emmerder. Parce que si j'avais été gros et petit, je me serais fait emmerder. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais pas très grand, mais ouais, effectivement, ça joue un peu. Ouais. Ouais, mais du coup, mais par contre, ouais, voilà. Tous les nerds aussi comme nous, mais un peu frêles, eux, ils dégustaient, quoi, les pauvres. Bah, je sais que j'avais un pote qui était avec moi, c'est pareil, en fait, j'ai toujours eu des potes, en fait, quand j'étais au collège, qui étaient un peu refoulés. Et je sais que j'avais un pote avec qui je traînais au collège, en 4e, je me souviens de son prénom, mais je vais pas le dire, je sais qu'il s'appelait Jean-Baptiste, en gros. Et c'était vraiment la caricature du petit riche, chemise à carreaux. Vraiment, c'est Steve Urkel en blanc, en fait, quoi. Tu vois, c'est... Ah ouais, oui. Il traînait avec moi, et c'était un super pote, hein. Il se faisait victimiser, c'était ridicule. Moi, je voulais rajouter. Et moi, en fait, quand j'étais au collège, à 10 ans, je faisais déjà 1m65. Et tout le monde faisait 1m45. Donc je faisais 20 cm de plus. Donc, et j'étais maigre. Moi, maintenant, j'étais maigre. En tout cas, j'étais un faux maigre. Ça se voyait pas trop. J'avais un tout petit peu de bide, mais c'était pas plus que ça. Et j'étais avec la bande de potes qui étaient intermédiaires, en fait. Tu vois, t'as toujours les voyous, les relous, un petit peu cons. T'as les gars au milieu qui, en fait, se prennent pas la tête. Ils sont juste là pour s'amuser, se prendre du fun et discuter entre potes et tout ça. Et on parlait de tout. Et t'avais ceux victimisés ou refoulés qui étaient trop timides pour pouvoir parler entre eux. Moi, j'étais au milieu. J'étais au milieu parce que je savais me battre. J'étais maigre et assez grand. Donc j'étais respecté plus ou moins des voyous. Il y en avait juste un qui m'appelait le moustachu. Et le pseudo parce que j'avais du duvet. J'ai très vite eu du poil, donc voilà. Mais derrière, il m'a jamais touché, il m'a jamais frappé. Je sais que il était devant moi dans une classe d'histoire géo, et il s'est retourné et il a pété et il a rigolé en me regardant en disant voilà. Mais si c'est ça être victimisé, que c'est assez gentil. Voilà, mais derrière, en fait, on s'est jamais bagarré parce que je répondais pas à ses provocations. J'en avais rien à foutre. Et derrière, même avec mes bandes de potes, j'étais un des plus forts. Donc, parce que de temps en temps, on se bagarrait, mais vite fait en gentil. Hein, pas en mode méchant. Moi, ça ne me dérangeait pas de me battre. Et je leur disais à chaque fois regardez, prenez-moi. Venez à 3 contre moi et je vous affronte et vous voyez. Et moi, j'arrivais à les contourner. J'avais des techniques genre taekwondo. Alors que non, en vrai, j'avais jamais pratiqué. C'est juste que j'essayais de combattre en mode logique. Et voilà. Mais derrière, en fait, j'ai jamais eu de limite par rapport à des sujets. Alors, j'avais mes sujets perso et personnels et que j'aimais bien vivre. J'adorais parler manga, mais je savais que pas tout le monde était fan de ça. J'avais juste un pote à qui parlait Dragon Ball Z et tout ça. Mais le reste, bah, ça voulait parler foot ou cartes de jeu.
Ou ah non, cartes, c'est vrai que très vite au collège, on n'en parlait plus trop. On n'en parlait plus trop. Mais d'ailleurs, petite anecdote au collège quand même, pour dire à quel point en fait il fallait quand même se cacher sur certains sujets. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est savoir se cacher sur certains sujets, ne pas paraître trop timide et trop enfermé, parce que justement, et là c'était pareil, les gens qui étaient maltraités à l'école, nous, en fait, on les aidait plus ou moins à se sentir un petit peu moins seuls de temps en temps, puisqu'on allait les voir. Après, de temps en temps, bah, ils n'avaient pas envie de nous parler, donc on ne forçait pas les choses. Mais pour vous donner une idée, par exemple, sur le fait qu'on était le groupe qui était bien vu socialement et avec lequel tout le monde voulait, c'est que par exemple, il y a eu un nouveau qui est venu à la classe au beau milieu d'année. Je l'ai appris que plus tard, mais en gros, donc il est venu en milieu d'année parce que dans l'ancienne école où il allait, il se faisait maltraiter. Pourquoi il se faisait maltraiter? Et c'est ça que, enfin, les deux choses, on les a appris un petit peu beaucoup plus tard. C'est parce qu'il était homosexuel. Et ça se ressentait un petit peu et tout ça, et je pense que donc il a subi des brimades par rapport à ça. En 90, c'était encore un petit peu nouveau ce concept, et donc c'était très mal vu pour certains. Heureusement, dans notre école, on était beaucoup plus souple par rapport à ça, et ça ne nous dérangeait pas. Ce petit problème étant, c'est que, après, est-ce que c'est dû à ces anecdotes et tout ça, mais derrière, il était pas très ouvert à vouloir nous parler. Et pourtant, on avait déjà testé. On était déjà venu aller le voir en lui disant ouais, qu'est-ce que tu aimes, tout ça, comment ça se passe. On a essayé de le jauger pour voir s'il veut nous rejoindre, hein. Ou en tout cas se sentir un petit peu moins seul. Mais à chaque fois, bah, tu sentais que. Alors peut-être que c'était de la peur, hein, mais qu'on le dérangeait et derrière qu'on voulait pas reparler. Et derrière, il y a un jour en cours de sport, il y a la prof de sport qui est venue nous voir en privé avec mon groupe, et dont moi principalement, surtout, elle s'adressait surtout à moi et à un autre de mes potes, parce qu'on était un petit peu les deux plus adultes mentalement, et sur une bande de 5 ou 6 en fait on était, pour donner une idée. Ouais, c'est ça, ouais. 2, 4, 6. Et après on s'est un petit peu éloigné parce que certains ont redoublé, d'autres n'ont pas suivi les mêmes études, donc c'est là où on s'est éloigné. Mais derrière, donc, la prof nous a demandé si on pouvait l'accueillir dans notre groupe. Et c'est la première chose qu'on a dit à la prof, c'est que on lui a dit qu'on avait déjà essayé, en fait, mais qu'il semblait trop enfermé sur lui-même. Après, on va réessayer donc pour elle parce qu'elle nous l'avait demandé. Donc c'était quelque chose que, voilà, comme moi j'aimais parler de tout et de m'intéresser à tout, j'ai pu très vite, enfin, très vite non, même pas. Et pourtant, moi, j'ai changé d'école à l'âge de mes 10 ans. J'étais tout le temps à Jean-Yves-le-Pont, si vous connaissez, pendant toute l'école primaire, et à 10 ans et demi, le CM2 jusqu'à maintenant, j'étais ensuite à Chenevière et Champigny. Donc, c'était, je changeais totalement d'atmosphère, mais derrière, bah, j'ai pu me faire très très vite des potes, puisque derrière, comme je l'ai dit, j'étais ouvert à tout. Et je savais aussi comment jauger les gens. Quand la première fois, tu vois, il paraît que la première chose que j'ai dit à un de mes potes d'enfance, et que je vois encore, hein, et qui vit à Nice et tout ça, je l'ai revu il y a pas récemment, et que je lui ai dit ouais, t'as des cartes Dragon Ball Z. C'est la première chose que je lui aurais dit, ça déjà quand on s'est rencontrés, parce que nos deux parents, mon père et son père, se connaissaient, et puisqu'ils faisaient les brocantes ensemble, et donc c'est comme ça qu'on a pu sympathiser, et ensuite bah voilà, je suis resté dans son groupe et tout ça, et en tout cas voilà, j'ai sympathisé avec les autres. Et derrière, bah ensuite, quand j'ai vu que les cartes Dragon Ball Z, lui, ça l'intéressait pas, contrairement à d'autres, j'ai arrêté d'en parler avec lui, parce que justement, bah, moi je me suis dit, bah, autant parler des choses qui nous intéressent, et donc les autres choses qui nous intéressent, c'était d'autres choses, hein, et d'autres passions dans la vie. Voilà, autant ne pas forcer les choses sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'était un truc très amusant qu'il adorait dire, c'est ouais, Britney Spears, j'aime pas ses chansons, j'ai ses CD, mais juste parce que je la trouve trop bonne. Et je lui disais, mais tu sais, dans ses musiques, tu la vois pas. Tu la vois pas, donc arrête de nous mentir, tu aimes ses chansons, et puis c'est tout. Voilà, moi, je trouvais ça très marrant. Mais voilà, derrière, et lui aussi, donc, savait se cacher par rapport à ce qu'il aimait.
Et nous, on le taillait sur ça. Et moi, par exemple, anecdote amusante, c'est au collège, j'avais le Tamagotchi Pikachu parce que moi, je me suis mis à kiffer Pokémon, le jeu sur Game Boy. J'y ai joué une centaine d'heures avec la cartouche rouge que j'ai encore. Et j'avais le Tamagotchi Pikachu dans mes poches. Et que je devais marcher parce que ça aide à sortir le Pika et à faire en sorte qu'il soit en pleine forme. Tamagotchi, c'est un animal virtuel en petite poche. Et je l'ai encore, mon Tamagotchi Pikachu, avec même sa boîte, hein, c'est vous dire. Donc il y a juste la pile à changer. Mais derrière, donc il fallait que je fasse des nombres de pas avec lui pour le sortir et tout ça. Et moi, je l'avais mis dans ma poche et sortir au collège. Et j'étais dans la cour de récré. Et je discute avec mes potes de la récré et ça parlait du Tamagotchi Pikachu parce que un de mes potes avait vu la pub sur le sujet et tout ça et tout le monde était d'accord pour dire oh c'était ridicule de l'avoir, c'est pour les gamins, c'est pour les bébés et tout ça. Et moi j'étais là en train de rigoler avec eux et en me disant oh putain j'ai le Tamagotchi Pikachu sur moi, il faut que je me taise sur le fait que je l'ai au final, je vais pas en parler. Voilà, parce que comme je l'ai dit, je l'avais à l'intérieur de ma poche. Je vais pas le sortir, on va éviter, parce que sinon, on va me tailler sur le sujet. Voilà. Donc c'était... en fait, il y avait quand même un jeu de présence à avoir, et peu que on joue le jeu et qu'on s'intéresse à tout, et pas que aux jeux de rôle ou des trucs comme ça. Derrière, alors que pourtant j'ai fait des soirées jeux de rôle... pas de jeux de rôle, mais jeux de société. Voilà, bah, derrière, ça fait que on apprend à connaître les gens et à voir qu'ils vont pas être enfermés si toi-même tu n'es pas enfermé avec eux. T'apprends des autres si tu t'ouvres à eux et que tu souhaites apprendre aussi. Donc voilà, restez pas enfermés. Maintenant, on va parler ensuite des signalétiques de la CSA. Bon, je vais faire une petite transition, parce que je voulais parler de télé, en fait, quand je parlais de X-Files à l'heure avec les beepers et tout, c'est que, après, bon, c'est tout dépend, enfin, les gens, comment ils appréhendent ça, mais moi, j'ai grandi un peu avec la télé, parce que, bon, mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune, ce qui fait que, Quel âge voilà, t'as j'avais 14, 15 ans, un truc comme Ah ça. ouais, ça va, moi ils ont divorcé, j'avais 1 an. D'accord, ah ok, tu m'as battu, merde. Mais du coup, voilà, et puis mes deux parents travaillaient, donc voilà, j'étais un Moi, mes peu, parents n'ont pas livré divorcé. à moi-même, mais Ça a aidé. voilà, j'ai grandi un peu avec la télé, avec soit les jeux vidéo, soit tout ce qui passait, quoi. Et vu qu'il y avait peu de chaînes, je me goinfrais de tout, quoi. Autant des films d'horreur, des machins que j'avais pas le droit, tu vois. C'est pour ça que je me rappelle encore des signalétiques, tu vois, le Ouais. rectangle blanc, c'était un triangle au moment. Non, c'était pour les films érotiques, non ça C'était interdit au moins de 16 ans, je crois, ouais, à l'époque. Ouais, je sais plus. Dont les films érotiques. Ouais, non, mais des films violents comme Robocop ou quoi. Enfin voilà, je me suis goinfré. Alors, c'était le carré rose pour les films érotiques, et c'était le interdit moins de 16 ans, et voire rouge, plutôt. Et même, effectivement, des films comme Robocop 1 et 2, je crois, a eu cette signalétique. Donc, il n'y avait pas que les films érotiques, on est d'accord. Mais c'est vrai que le triangle blanc, si je m'en souviens bien, pour les moins de 12 ans, et le rond vert pour tout public. Donc, c'était les signalétiques du CSA, ça m'a rappelé ça. Et effectivement, j'ai des tonnes de VHS, de trucs enregistrés à la télé, des tonnes de cassettes de programmes Game One, AB1, ou des soirées Halloween que faisait M6, ou le jeudi soir, la soirée de l'épouvante, par exemple, et que j'adorais, même si je devais voir ça en cachette, bien entendu. Donc je veillais tard le soir. C'est d'ailleurs une anecdote que j'ai avec La Malédiction, c'était horrible. C'est que j'ai commencé à voir ce film et tout ça, et j'avais pas très très bien noté le titre, je crois. Je dis pas de bêtises, j'avais pas très bien noté le titre. Et j'ai commencé à regarder le film sur M6. Et c'était une vraie guerre entre ma mère et moi, où j'essayais de voir si elle montait, si elle descendait, si elle remontait. Et au final, je me suis fait choper à la scène où le père est dans le cimetière et essaie de sortir du cimetière avec les chiens qui essaient de le bouffer et tout ça. Et j'ai jamais vu la fin du film. Et ça m'avait grave frustré parce que j'avais adoré le film. Franchement, La Malédiction, c'est un de mes films d'horreur favoris, même la trilogie. En général, je l'adore énormément. Et il y a eu une grosse frustration par rapport à ce film parce que j'avais pas vu sa fin, je me souvenais plus du titre et c'est que 5 ou 10 ans plus tard où j'avais demandé dans un forum ou sur Facebook, je sais plus où,
avec les anecdotes que je me souvenais du film, quel était le film, le titre du film. Heureusement, quelqu'un m'a trouvé et j'ai rattrapé très vite ça en achetant le coffret de la trilogie en VHS que j'avais demandé à mes parents. Et là, comme j'étais plus vieux, j'avais le droit. Et voilà, de tout le cinéma des années 80, toutes les séries, enfin tout ce qui passait, je regardais tout, même les trucs nuls, même les trucs pour les filles, enfin voilà quoi. Et du coup, indirectement, ça a un peu forgé ma curiosité. Je me suis j'ai regardé même plein de mis, films que j'aurais pas découvert de moi-même en fait, tu vois. voilà, même en dehors des films, j'ai même découvert aussi les films amateurs. 98, il y a eu une soirée film amateur sur Game One. Et même sur Cartoonist, il y avait la disponibilité de ces films. Donc j'ai découvert Bitoman, j'ai découvert Damnext, de Rudy Pamarède, qui étaient mes préférés, Capri Factor. Ensuite, il y a eu les France 5, il y a eu Une case en moins avec de David Mourier. Tous ces films-là m'ont fait dire, eh ben en fait, c'est possible de faire des trucs fun, rigolos, sans prise de tête. Alors certes, avec les moyens du bord et des trucs pourris, mais derrière, étant donné qu'on voit une véritable passion, un véritable fun, et que tu vas pas te mettre à juger les films de la même façon que tu jugerais une grosse prod, bah tu vas l'accepter, tu vas aimer ces films. Et moi, je me suis mis à aimer ces films et à vouloir faire pareil. J'avais 14-15 ans à l'époque et je voulais me mettre. Je me suis mis à prendre la caméra VHS qu'on avait, mini VHS qu'on avait, et tout ça, et à demander à mes potes, hey, vous voulez pas qu'on tourne dans des sketchs et tout ça, et les emmerder à faire des trucs. J'aurais peut-être fait l'effort, tu vois, j'aurais pas fait l'effort d'aller voir ces films-là, tu vois, en les louant ou je sais pas, en étant un peu plus, exigeant, tu sais, sur le choix de mes films. Et là, c'était vraiment la curiosité, donc je me laissais porter par ce qu'il y avait à la télé. Bon, j'ai regardé beaucoup de caca aussi, il y a quand même pas que les bons trucs à la télé. Ah. Mais ça m'a un peu ouvert les horizons, je pense. Mais d'ailleurs, ça Moi nous aussi, a de fait toute façon, aimer en le vrai, c'est nanar. pareil, moi, la télé. Franchement, il n'y aurait pas eu la télé. En fait, c'est pareil, j'aurais grandi 10 ans plus tard, je ne serais pas du tout devenu la même personne que je suis maintenant, en fait. J'ai été Effectivement, ça forgé, nous forge. moi, personnellement, j'ai Ça nous été forge. forgé par le Club Dorothée. Je sais qu'on en parle tout le temps, à force on radote. Mais Je peux pas le placer ça, mais ouais, effectivement, le Club Dorothée. c'est pour ça que quand on dit. C'est bête, mais on a une connaissance d'animé, de manga qui est quand même. On a une base, on va dire. On avait une base qui était là, sans le vouloir, en fait, sans le savoir qu'on connaissait les shonen les plus connus du Japon, quoi. Mais quand on dit que Dorothée c'est notre deuxième maman, c'est qu'il y a une raison en fait. Moi, j'ai autant vu Dorothée que ma propre mère en fait. Tout le temps. Et c'est vrai que Dorothée était vraiment omniprésent au point. Et ça aussi, c'est une anecdote. J'ai vu il y a 2 ou 3 ans Jackie du Club Dorothée. Et c'était mon préféré, Jackie. Je le kiffais. C'était lui un petit peu mon père d'adoption, de fiction, quand j'étais jeune, via le Club Dorothée. Quand j'étais gamin, voilà, j'avais l'impression de l'avoir plus vu, lui, que mon père, ça, effectivement. Et ça fait qu'il y a 2 ou 3 ans, je l'ai vu. Et je lui ai demandé si je pouvais le prendre dans mes bras. Bon, il m'a dit non. Donc j'ai dit non, je vais pas penser quand même. Mais putain, il y avait tellement ce besoin. Ils ont tellement bercé notre enfance. Et effectivement, ils étaient vraiment omniprésents partout, avec des soirées 24h/24. Ils tenaient une temps d'antenne faramineux. Je suis pas étonné de savoir que beaucoup d'acteurs et compagnie se droguaient pour te dire, tellement la pression était forte. Mais derrière, ça nous a permis de connaître les mangas. Et moi, en fait, contrairement de ces deux-là, j'ai voulu puiser encore plus mes connaissances dans les mangas, parce que j'avais des boutiques aussi, avec de l'import, avec des mangas japonais. Voilà, eux, ils n'avaient pas, par exemple, Junkudo, qui était juste à côté. Ils n'y avaient pas. Moi, par exemple, dans mon centre commercial, il y avait une boutique qui proposait de louer des films comme Urosuki Dunji, Ujin, les films de Dragon Ball Z en version japonaise, et pas en version française. Et ils avaient des tonnes et des tonnes de choix, de possibilités dans de l'import japonais, sans compter qu'ils vendaient aussi des mangas en version japonaise. C'est comme ça que j'ai même acheté le tome 42 de Dragon Ball. Avant tout le monde, je connaissais la fin de Dragon Ball et je leur ai tout dit, quoi. Voilà, j'étais le héros parce que je savais qu'il y avait ce genre de choses-là dans mes VHS. C'est comme ça que j'ai découvert même le film de Dragon Ball Broly, qui est mon préféré, en version japonaise, avant de le découvrir en version française, avant qu'il sorte en version française.
et tout. Et donc j'avais vu beaucoup de choses, même acheté des versions japonaises de films en VHS. Vous pourrez voir dans ma collection, j'ai des VHS du film de Bio Broly, de Fusion et de Hit de Gan, qui étaient les 3 derniers, donc c'était les 3 que je n'avais pas encore vus, qui étaient les plus récents. Et d'ailleurs, ça coûtait 150 balles, 150 francs, donc 19-20 euros, je dirais, mais après, en même temps, c'était de l'import. Et il faut savoir que ça se regardait en noir et blanc, en nos vieux magnétoscopes, parce qu'on était en PAL, alors que les VHS japonaises étaient en NTSC. Donc si t'avais pas un adaptateur, c'était mort, tu le voyais en noir et blanc. Donc c'est moche. Voilà. J'ai noté à 35 minutes 40, et on va parler encore une fois des émissions d'enfance, et on va les comparer cette fois-ci avec ce qu'on fait aujourd'hui. Avec la qualité que c'est, mais voilà, je suis coiffré de tout ce qu'ils diffusaient, quoi. Moi, je trouve que les émissions jeunesse, c'était mieux dans les années 90. Bah, elles étaient habitées, quoi. Il y avait quand même. Après, bon. Je pense au jeu, en fait, c'est l'ABC, ce genre de truc qui était beaucoup humiliant pour le. Alors, pour moi, les émissions jeunesse étaient mieux. Je dirais non. Non, parce que ça faisait très très cheap. Par contre, elles étaient plus humaines. Et c'est ça qui les ont rendus plus percutants et qui fait que on s'en souvient peut-être plus maintenant que ceux des années 2000. Ensuite, donc, ils vont parler d'autre chose, de la suite, de tout ce qui est dessin animé après les années 90, après la fin du Club Dorothée, où là, ils vont massacrer les dessins animés des années 2000. Et vous allez voir que là aussi, je suis pas totalement d'accord. Moi, j'ai vraiment eu du mal à la transition. Pourtant, j'aimais toujours les dessins animés. Je me suis pas arrêté d'aimer les dessins animés, hein. J'ai continué, quand le Club Dorothée s'est arrêté, j'ai continué à regarder ce qu'il y avait après. Et moi, tout ce quand on s'est fait abreuver de chiasse en provenance de Nickelodeon, oh là là, mais quelle descente! Ah, j'ai eu tellement de mal, quoi. Je te Même, jure. tu le sentais en termes de production, que c'était moins léché, moins. Enfin, qu'il n'y avait pas C'était moins beau. un savoir-faire. Après, voilà, il y avait quand même le savoir-faire japonais, l'animation japonaise qui était vraiment un standard vraiment élevé, mais tu sentais que c'était moins joli, moins intéressant. Enfin, je sais pas comment dire ça, et je dis ça alors que c'était il y a 20 ans, qu'au début 2000, mais ouais, comme tu dis, qu'il y a eu une césure d'un coup. T'as Ouais. l'impression que le contenu, tu vois, les kangourous, enfin, tous ces dessins animés de Ouais, merde. c'est dégueulasse que tu passes de Senseiya, et encore qui est pas forcément le plus beau, hein, j'ai pas pris le meilleur exemple, C'est magnifique. Hein. mais ou même de, j'en sais rien, moi, de Ranma 1,5, Lamu, Même tous les animés qui sont tirés de à la nous, littérature ouais. européenne, enfin, tu vois, Alors, effectivement, il y a eu dans les chaînes publiques, encore, ça dépend lesquelles, une baisse dans la qualité parce qu'on ne voulait plus voir les émissions japonaises. Et on était obligé de forcer aussi dans les animations françaises ou en tout cas occidentales. Mais par contre, c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est que des dessins animés des années 2000, il y en avait des très très bons. Et il y a eu les débuts des chaînes câblées qui ont fait que derrière, on a pu s'abeuvrer, et même dans les chaînes publiques, hein, je pense aux dessins animés de Bruce Timm. Voilà, Batman des années 90, certes, mais derrière, t'as Justice League qui date des années 2000, et pareil pour Superman, et pareil pour Batman 2000 ou Batman du futur, je sais plus comment c'était appelé, et tout ça. Toutes ces séries-là, elles sont des années 2000. Il y a juste Batman qui date des années 90, mais derrière, il y a eu une continuité, et Justice League, moi je trouve ça largement meilleur que Batman, même si j'adore Batman. Justice League, c'était aussi énorme, Superman, c'était aussi énorme. Il y avait des dessins animés des années 2000 qui étaient tout simplement énormes. Il y avait Yu-Gi-Oh!, il y avait Kakaroto Sakura, ils en parlent ça d'ailleurs. Ils disaient que c'était un des rares exemples, mais si tu vas dans les chaînes câblées, bah oui, bah t'avais Shaman King, t'avais One Piece. Et maintenant, tu vas même pas dans les chaînes câblées, mais par exemple, il y a quelque chose qu'a fait le Club Dorothée et qui a permis de faire une continuité. Et c'est pour ça que le phénomène manga a pu continuer, c'est les VHS. D'où tu avais des VHS de films d'animés dans les années 90. Fin 90 peut-être. Parce que t'as eu des BGT, t'as eu la fin de Dragon Ball Z, puisqu'elle n'a pas été diffusée dans le Club Dorothée, la fin de Dragon Ball Z. Hein. Elle a été sortie que en VHS. Et c'est là où il fallait aller. Et c'est là où eux ne sont pas allés. Mais je pense par exemple à la collection Manga Mania, Manga Vidéo, toutes les cassettes de AB Productions. Ils sont pas allés là,
Alors qu'en vrai, si, mais si, il y avait cette possibilité de continuer à avoir du dessin animé de qualité. Tu te retrouvais même avec le film de Ken le Survivant, enfin, et non, en non censuré, et en version française, et avec une bonne version française, pas avec des jeux de mots tout pourris, comme la série télé. Là, ils avaient pris au sérieux les choses. Et j'ai même des dessins animés avec Yoko, chasseuse de démons, Yungun, qui est pas un manga, pas un animé japonais, mais taïwanais, qui est excellent et que j'aurais aimé voir le manhwa, je crois que ça s'appelle comme ça, manhwa, en taïwanais, sortir en France parce qu'il y avait des bonnes choses. Il y avait pas Cowboy Bebop, et si, il y a eu Cowboy Bebop dans les années 2000, il y a eu Evangelion, il y a eu Escaflowne, il y a eu t'as eu Dibex en fait, t'as eu l'explosion de Dibex. C'était là où il fallait aller si tu voulais des dessins animés de qualité. Et donc je suis pas d'accord pour dire que dans les années 2000, il y avait que dalle. Mais comme Banzai, moi, le jour où, par exemple, j'ai vu le générique de présentation de manga vidéo avec du Metallica, voilà, je suis passé de l'innocence de l'enfance au côté prépubère de l'adolescent comme lui. Franchement, ce passage-là dans Arc si vous vous souvenez de laquelle, où tu vois la transition de lui gamin et qui devient le Banzai adulte attardé après avoir vu cette intro générique, effectivement, moi j'ai l'impression d'avoir grandi grâce à ça d'un coup, effectivement, et voilà, et il y avait des choses, il y avait énormément de choses. Tu as même eu, c'est vrai, la première série de Hunter x Hunter qui a été diffusée sur DBX et pareil sur Game One. Tu as eu South Park, fin 90, début 2000. Enfin voilà, il y avait des choses intéressantes. C'est juste qu'il fallait plus déjà, il fallait transitionner ailleurs et ils n'ont pas eu cette occasion-là. Moi, comme je vous l'ai dit, j'avais juste à côté de chez moi, à 2 pas, dans un centre commercial, un gars qui vendait des vidéos de manga, d'animés japonais encore en location et que je faisais avec ma VHS une copie, avec le double magnétoscope. D'ailleurs, ça, ils en parlent vite fait à 40 minutes. Je suis désolé, hein, cette vidéo est un petit peu longue, mais voilà, moi ça me permet de raconter des anecdotes sur ma vie, sur mon enfance, et j'espère que vous aussi, ça vous rappelle des anecdotes. J'espère que d'ailleurs vous avez vécu des trucs. On a bientôt fini, hein, il reste encore. Le premier magnétoscope, je l'ai eu, c'était parce que- mi-90, un truc comme ça. Moi, j'ai eu assez tôt, mais je me suis approprié le truc. Moi, dès qu'il y avait des machins un peu technologiques, je me jetais dessus. Non, j'adorais ça. Voilà, donc moi aussi j'ai très vite eu mon magnétoscope et on le louait au vidéoclub et on faisait la copie. C'était pas très très légal, je suis d'accord, mais ça nous a permis de des tonnes de films, d'avoir des tonnes de Jackie Chan. Ça parce que j'avais un autre vidéoclub, lui, qui était spécialisé dans les films asiatiques aussi, de temps en temps. Il en avait beaucoup. Et donc, je voyais tous les cassettes de Jackie Chan. Je les louais à chaque fois. Je faisais une copie. Et hop. Aussi, elle avait rien à foutre le fait que. Enfin, je pouvais tout regarder avec lui. Je sais pas comment rebondir sur cette anecdote. Ouais, non, J'ai gagné la vidéo. Ouais, bah, moi, c'est une autre facette de mon père aussi, mais ouais, lui, il était super insouciant aussi. Il avait rien à foutre le fait que. Enfin, je pouvais tout regarder avec lui. Éducation, c'était moyen. Genre, j'ai découvert l'exorciste avec lui, tu vois, alors que j'étais tout petit. Ouais, je me rappelle, j'étais rentré dans le salon, il regardait le film, je m'assois à côté de lui, puis je vois Linda Blair se planter un crucifix et dire Jésus me baise. Je me suis relevé, je suis parti de la pièce. Je fais non. Et c'est mon père m'a dit, tu vois, j'aurais pu regarder l'exorciste tout entier avec lui. Mais... Et en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, c'est une bonne méthode d'éducation. Parce que moi, en fait, c'était pareil, mes parents, et les deux, hein, ils en avaient rien à foutre de ce qu'on regardait. Et par exemple, pour vous donner une idée, j'ai vu Orange Mécanique ou Poltergeist avec mes parents très très jeunes. Quand je dis voilà que je les ai vus, bah voilà la scène de viol d'Orange Mécanique. Bon, ils m'ont demandé de mettre ma couverture pendant cette scène-là parce qu'il y avait une nana à poil. Ils voulaient la violence, ils étaient d'accord. Le sexe un petit peu moins, c'est ça. Et Poltergeist, je m'en souviens que on l'a tous vu ensemble. Et la scène où ils font dans le miroir et tout ça à cause d'une illusion du Poltergeist.
Je m'en souviens que moi, j'ai eu très, très peur de ce passage-là et là, ils ont arrêté, la vidéo alors que mon frère, il m'a engueulé, il me dit: «Ah vas-y, non, je voulais voir la suite, ah tu casses les couilles, d'avoir eu peur» et en fait, c'est vrai que j'ai eu peur, mais en vrai, j'insistais pas vraiment tant que ça, mais derrière, moi, je suis d'accord de regarder des films, pour adultes, pas du porno, hein, on est d'accord, on s'est compris, plutôt des films avec des thématiques, plus violentes, plus dures, hein. C'est pour ça que j'ai même vu Robocop, plutôt, la scène de Murphy, elle est horrible, hein. Quand tu regardes, mais j'ai vu des tonnes et des tonnes de films, Total Recall, avec la scène avec les yeux et les 3 seins. Voilà, j'ai tout vu ça jeune et à force, c'est pas que ça m'a démystifié, mais comme je l'ai vu avec mes parents, heu et que derrière, en fait, le suivi de mes parents sur ce qu'on regarde permettait d'atténuer et d'aider, ce qu'on voyait et ça montrait, je me souviens qu'il y a eu une polémique, je me suis mis à acheter, la collection Mangamania qui passait en presse et à un moment donné, ils se sont mis quand même à douter que c'était que de simples dessins animés. Je pense par exemple à Gun ou Cobra et c'est vrai qu'ils m'ont dit ils ont voulu quand même sans m'engueuler, hein, au contraire, en s'ouvrant, ils m'ont dit: «À propos, par rapport à tes dessins animés, est-ce qu'ils sont bien et est-ce que tu voudrais qu'on en parle ou tu voudrais, nous en montrer un?» Et moi je lui dis: «Ouais, c'est vrai que peut-être dans Cobra, il y a pas mal de choses, ouais, parce qu'il y a des femmes à poil, tout le long du film, Cobra». Et donc je lui ai dit: «Bah, vas-y, tu peux regarder celle-là». J'ai omis, les 3 autres parce que pour moi, c'était juste de la violence et donc pas trop, trop choquant. Et à part Gun, peut-être, et qui avait une violence un petit peu excessive, Street Fighter et Venus Sword, qui étaient les 4 premiers que j'avais, n'étaient pas très, très violents, hein, n'étaient pas très, très choquants. C'est juste que des fois, Venus Sword, par exemple, pour tout comprendre, c'était un vrai film assez sérieux et tout ça. J'étais jeune pour tout comprendre. Voilà, je l'ai plus réapprécié, et tout ça, mais les scènes d'animation étaient vachement classe quand même pour un gamin, mais je voyais rien de choquant. Par contre, donc et mon père a vu le film Cobra, suite à ma demande, et il m'a dit: «Ouais, non, en vrai, ça passe». Sachant qu'en fait, dans ce dessin animé, en fait, les femmes sont tout le temps à poil, certes, mais elles ont un sexe d'ange. C'est-à-dire que donc, il y a pas de pubis, il y a rien, et que juste, voilà, c'est juste blanc, voilà, sur place. Et donc, il disait, en fait, ça allait et il y avait pas de souci à se faire et de toute façon, il le voyait de par moi-même, que derrière, moi, je n'étais pas choqué, par ça parce qu'à force, donc j'ai connu, des vertes et des pas mûres et parce qu'ils m'ont montré des choses auparavant qui fait que, et que derrière, j'étais honnête avec eux sur ce que je regardais et derrière, en fait, tant qu'ils voyaient que ça ne jouait pas sur, heu mon truc, et il cherchait pas à me forcer à m'interdire, ce genre de choses-là. Non, la seule chose qui m'interdisait, c'était de regarder trop tard le soir parce que sinon je serais fatigué et tout ça. Et voilà, hein, tu dois dormir tôt quand tu es un enfant. Tu besoin de dormir. Mais pour moi, donc c'est une bonne chose de regarder, des trucs d'adultes avec tes enfants tant que tu es là pour les soutenir par rapport à ce qu'ils regardent. En fait, et le sentiment global que c'était, après ben, c'est là où je suis plus objectif du tout, c'est que c'était moins compliqué en fait, tu vois, c'était toute l'ambiance était globalement meilleure à plein de niveaux et les choses étaient moins compliquées, peut-être parce qu'aussi j'étais plus ignorant, tout simplement, hein. Comme j'étais plus ignorant et que je m'en foutais un petit peu plus des problèmes du monde, et aussi simplement parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque, donc vu qu'il n'y avait pas Internet, on n'était pas au courant les hommes politiques qui détournent de machin, de la Les merde, infos, ça va super vite. de la merde qu'il y a partout dans le monde, etc. Alors là, moi aussi, je suis pas vraiment d'accord. Je vais revenir, sur ce que je disais un petit peu auparavant, mais moi j'avais déjà, un petit côté très politisé, très jeune, et je me suis souvenu de toutes les saloperies qu'ont fait, Fabius, Rocard, Chirac qui trahit, Balladur et tout ça. Non, moi j'avais déjà conscience de ça et c'est pour ça que ça m'énerve, de voir que
les gens nous engueulent en disant ouais, tu vas pas voter, tout ça, alors que les gars, ils ont une mémoire politique qui est de 2 mois. Et ils se souviennent pas de ce qui a été fait juste 6 mois auparavant et ils sont juste là à voter sur des images et à ne plus se rappeler ce qui a été fait et dit au bout de X temps. Or, moi, dès plus jeune âge, j'ai commencé déjà à aimer de l'info. Bruno Gassio, c'était un maître à penser pour moi. Maintenant, c'est un petit peu perdu, donc voilà, mais j'avais même ses livres. En vrai, bon, certes, il y avait le coup de l'humour pour permettre d'atténuer la chose, mais moi, comme j'ai toujours été dans cette idée qu'il faut analyser ce que tu regardes et pas simplement le consommer, et ben je comprenais le fond et le message que voulaient passer les guignols de l'info et la critique sociale. Et donc, je me suis même enchaîné avec des tonnes et des tonnes de numéros du Canard enchaîné. J'avais même un journal qui était l'étudiant, je crois, et qui était à 45 € l'année, et t'en recevais un tous les jours par la poste. Et j'avais tout ce genre de trucs-là, et ça me permettait d'être toujours au courant des news, des infos. Et c'était pas l'étudiant, mais c'était un truc moins politisé, hein. C'était un petit peu le 20 minutes de l'époque, mais pour les ados. Donc on avait des infos, de la science et tout ça. Mais moi, j'adorais être toujours mis au courant, et comme ça, pour analyser un petit peu notre monde et avoir du recul par rapport à ça. C'est pour ça que je pourrais te dire tout ce qui a été fait auparavant, et se dire que vous ayez encore confiance aux gens, ça prouve que et que vous continuez de voter à nos hommes politiciens, et vous continuez de voter actuellement, ça montre que vous ne connaissez rien du monde. Le fait que vous croyez en Zemmour, en Marine Le Pen, en Macron, en Mélenchon, peu importe qui, alors qu'ils viennent tous de la même école, qu'ils sont tous été ensemble, et que derrière, en fait, c'est juste de quoi trouver une place, et c'est du produit marketing, pour moi, vous prouvez que vous ne savez rien sur la politique actuelle. Le fait de continuer à voter et de continuer à promouvoir ce commerce, voilà. Pour moi, vous êtes déjà out. Vous êtes déjà out. Et vous montrez que vous avez déjà oublié qu'est-ce qui s'est passé et de quoi ça parle. Et c'est là où je me dis que justement, je me dis souvent, mais comment quelque chose comme les années 39-45 ont pu arriver? Comment les gens ont pu être aussi débiles pour croire à des trucs alors qu'auparavant on n'était pas dans cette optique-là. Et en fait, je vois les choses se reproduire petit à petit, de temps en temps, par période, par boucle. Avec les mêmes problématiques, les mêmes soucis, hein, parce qu'avant les gilets jaunes, il y a eu une vidéo, hein, par exemple, juste pour nous redonner l'idée. Ensuite, il y a eu des manifestations contre le CPE, il y a eu des tonnes de manifs, ça a toujours été comme ça. Et derrière, on a toujours laissé passer les choses au final, hein, et laissé se faire emmerder, hein. Heureusement qu'on se souvient encore qu'on a dit non à un référendum. Et sinon, à part ça, voilà, il y a juste des petits bouts de mémoire, mais revoyez les discours des hommes politiques que vous appréciez juste 2 ou 3 ans auparavant, vous allez voir que c'est pas souvent les mêmes. Alors, par exemple, de Mélenchon, tout dépend de quel bord politique il voulait présenter ou se représenter, ou même qui les finance. Et ça va en contradiction avec leurs idées qu'ils veulent imposer, qui les financent. Vous comprendrez très vite qu'au final, donc ça sert à rien de se peser par rapport à ça. Et enfin, donc, j'ai noté un petit dernier passage, mais la vidéo est très longue, elle fait 1h18, je suis désolé. En espérant que vous aurez apprécié, en règle générale, le dernier passage. Ah, Marty! Mais non, non, clairement que non. Je suis trop habitué au confort de la technologie maintenant, franchement. Donc là, on posait la question de est-ce que vous voudrez revivre dans les années Mais 90? ouais, voilà, juste Internet, ouais, voilà, juste le mot Internet, mais tout ce qui va avec. C'est vrai que pour Internet, ce serait compliqué, c'est clair. Tu vois, donc. Mais là où je suis pas totalement d'accord, je préfère le Internet des années fin 90, début 2000. Après, peut-être, il y a deux choses que vous vous rendez pas compte qui s'est passé avec Internet, surtout en France, c'est qu'il y a beaucoup de censure qui est passée par là. Maintenant, l'Internet des années 2010-2020 est tellement aseptisé qu'on a du mal à trouver ce qu'on veut trouver, tout et n'importe quoi comme auparavant. Alors ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, hein, parce que
vous allez comprendre qu'est-ce que je pouvais trouver à une époque, que maintenant je ne trouve plus. C'est triste, mais ça peut être critiquable, bien entendu. Mais maintenant, tout est censuré et aseptisé au point que l'Internet d'aujourd'hui, c'est un petit peu devenu la télé d'aujourd'hui. Il le dit pour YouTube, Joueur du Grenier, mais pour moi, l'Internet est devenu comme les médias, comme Internet, comme la télévision. Il y a de moins en moins de possibilités de trouver quelque chose qui va au-delà et tout. Par exemple, moi, je me souviens qu'on avait Rotten, le site Rotten, qui était un site qui proposait des images de vrais cadavres. On pouvait trouver des vidéos de décapitation sur les mules et tout ça. On pouvait trouver des trucs en allant très très loin. Et là maintenant, en allant pas très très loin. Pardon. Là maintenant, je pense qu'il faut rejoindre des sites du dark web ou avec un VPN et des forums pour trouver cette folie. Et ça faisait que n'importe quel site, en fait, t'avais l'impression que c'était un ARG, en fait. Lugubre, avec des creepypasta, et vraiment très très fun. Et ça me montrait un sentiment de danger et de découverte permanent avec les films, avec Internet. Et tu pouvais retrouver aussi, par exemple, des dessins animés des années 80. C'est très dur de trouver des trucs qui datent des années 80, 70, 60, à part si c'est réouvert de droit et que quelqu'un l'a diffusé. Moi, je trouve que on perd beaucoup de culture et de films dans nos recherches d'Internet, et c'est véritablement dommage parce que Internet, c'était censé être ça, ouvrir la culture à tout le monde gratuitement. Bon, le prix de l'abonnement. C'était plus ou moins gratuitement partout sur Internet, tu pouvais trouver tout et n'importe quoi. Ah, je pourrais pas en dire autant, quoi. J'ai voulu tester Tor, mais et j'ai tort pour aller sur le dark web, mais ça reste quand même fastidieux pour trouver quelque chose parce qu'il n'y a pas des moteurs de recherche aussi véritablement prenants. Euh, on va dire l'internet qui est encore assez libre, assez ouvert et où on trouve vraiment encore véritablement n'importe quoi, et on va retrouver des fois de temps en temps n'importe quoi. Et j'en avais parlé dans l'animé qui n'a jamais existé, Saki et tout ça. C'est des forums comme 4chan ou Reddit qui vont permettre d'essayer de réveiller des vieux souvenirs et faire douter entre le réel et le virtuel, et qui est véritablement prenant. Tu le vois avec les vidéos de Feldup, qu'il va souvent chercher ces sujets sur Reddit. C'est pas pour rien. En tout cas, des informations sur les Reddit, parce que ça lui permet d'avoir beaucoup de compléments d'informations. Je suis pas totalement encore adepte du Reddit, mais c'est ce qui se reproche le plus de ce qu'on pouvait trouver en termes de liberté dans les années 2000 sur Internet, voire fin 90. Donc là, c'était la fin. J'avais pas noté d'autres moments. Je vous recommande quand même de voir sa vidéo, de regarder Boomer Talk des années 90, c'était mieux avant, du bazar de grenier. Et comme ça, ensuite, vous aurez mon analyse et mon point de vue avec plus de détails. Et j'espère que vous avez apprécié, malgré la longue durée de cette vidéo. Moi, je me dis que quand même, ça m'a permis de vous rappeler des anecdotes, peut-être, j'espère. Dites-moi, vous, derrière, en fait, comment vous avez vécu ces années 90 ou ces années 2000. Dites-moi comment vous les voyez, peut-être, parce que peut-être que vous êtes des 2010 hein, qui regardez ma chaîne. Bon, j'y crois pas trop. Moi, mon public est assez vieillot, je pense, par rapport à ça. Mais dites-moi, vous, comment vous avez vécu votre enfance, et laissez-moi donc un petit commentaire, partagez en masse. Euh, et surtout, j'espère que le monde s'améliorera, parce que c'est ça qui est le plus. Allez, je vous fais des gros bisous.